Notre invité, c'est bien sûr le professeur Leslie François Maniga. Monsieur Maniga, qui n'a de cesse réfléchi sur la crise profonde de la société haïtienne depuis son retour d'exil. Aujourd'hui, il va pouvoir aborder avec nous la crise de la société haïtienne sous sa triple dimension historique, internationale et institutionnelle. Bien sûr, il tiendra compte de l'exacerbation de la violence. Nous vous le rappelons, sa dernière publication en 1995, La crise haïtienne contemporaine, une lecture d'historien politologue pour Haïti des années 1990, une grille d'intelligibilité pour la crise présente, se passe de présentation. Et toujours dans la perspective de compréhension des crises haïtiennes, au CHUDAC, Centre Humanisme Démocratique en Action, dont il est le fondateur, viennent de paraître les 5 et 6 numéros du volume 1, ayant pour titre La Révolution de 1883 et c'est d'analyse historique d'une conjoncture de crise. Bonsoir, professeur Maniga. Bonsoir, chers amis, bonsoir, chers téléspectateurs de Télémax. C'est un plaisir pour moi de participer à Profil et c'est toujours un plaisir de réfléchir ensemble sur la situation haïtienne présente, sur ses aspects fondamentaux et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Car je crois que c'est ça qui est fondamental. Les gens voient ce qui se passe, vivent ce qui se passe, mais veulent comprendre ce qui se passe. C'est notre rôle d'essayer d'apporter un peu de lumière, un éclairage à prétention scientifique, puisque c'est notre domaine, sur cette tragédie haïtienne, sur la détresse haïtienne d'aujourd'hui. Alors, avant de scruter les différents événements historiques de la vie politique haïtienne, professeur Maniga, pour la première fois, nous vous recevons à cette émission. Comment vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Mon Dieu, me présenter aux téléspectateurs. Bon, je sacrifie bien volontiers à la coutume. Je me présenterai très succinctement, car il faut réserver le fond de l'émission pour la question de fond, en 7 points que je ne fais qu'évoquer. D'abord, si on veut tracer mon profil, il faut commencer par un nom. Le nom que je porte, je n'ai aucun mérite personnel à le porter, j'ai essayé en tout cas de bien le porter. C'est le nom Maniga, qui est un nom qui a une résonance historique profonde, qui remonte à l'époque coloniale. C'est une famille capoise. Mon grand-père, c'est Sœur François Maniga, est né au Cap. Ma grand-mère, Marie Magny, la petite fille du Magny d'Acretapiro, n'est-ce pas, est née au Cap. Nous sommes une famille capoise. Mais l'origine de la famille remonte à Fort-Liberté. C'est le berceau de la famille, où il y a la vieille maison des Maniga, dont on voit encore un mur, où l'on, me dit-on, on fait des projections cinématographiques. Puis, quand on parle de Maniga, à cause de ce nom sans doute, qui est un nom d'éducateur depuis l'époque coloniale, déjà c'était des fonctionnaires instruits, des juges, des professeurs et d'hommes politiques. On a même essayé, Ilouville a même essayé d'opposer Maniga à Toussaint Louverture pour essayer de remplacer Toussaint Louverture par Maniga. Heureusement qu'il a échoué, n'est-ce pas? En tant que Louverturier, je le dis avec beaucoup de sourire. La deuxième chose, je crois qu'on dirait de moi-même en profil, c'est que je suis un éternel étudiant. J'ai été étudiant comme tout le monde, primaire secondaire à Saint-Louis-Gonzague, j'ai fait de mon mieux, je crois que je n'ai pas mal réussi puisque l'histoire retient, c'est la vérité que j'ai été tête de classe de la 12e à la philosophie. Puis je suis parti en France, étudiant, Sorbonne et à Sciences Po pendant 5 ans. Là encore, les témoignages de mes maîtres attestent les premières places que j'ai pu conquérir aussi bien à l'un établissement qu'à l'autre. Disons que j'ai donc été un élève assidu, un étudiant curieux, soif d'apprendre. Je crois qu'on peut me caractériser par cette soif d'apprendre. Et depuis que je suis devenu professeur, que homme politique, j'ai continué à garder l'esprit étudiant. Partout, j'essaie d'apprendre. J'apprends de tout le monde. J'apprends de mes étudiants, j'apprends de mes interlocuteurs, j'apprends de la réalité, j'apprends du plus humble des paysans que je peux rencontrer. Donc je crois qu'on dirait que de moi que je veux comprendre, je veux apprendre et je veux aider à comprendre. C'est le deuxième trait par lequel je me caractériserai. Troisièmement, bien sûr, c'est l'historien professionnel. Et ceci est fondamental. Parce que si je n'étais pas parti, j'aurais été médecin, probablement j'aurais été à la faculté de médecine. Les têtes de classe vont à la faculté de médecine généralement en Haïti. Mais j'ai eu la chance de partir sous recommandation des frères de Saint-Louis de Gonzague comme boursier du président estimé, du gouvernement du président estimé.
Et j'ai pu, en allant en France, choisir de faire l'histoire. Et j'ai appris le métier d'historien. Donc je suis donc un historien professionnel. En même temps, j'ai appris la science politique, c'est le quatrième élément. Je suis politologue. J'ai donc mis ensemble, j'ai accouplé une formation d'historien professionnel et une formation de politologue. Et je crois que toute ma vie, toute ma carrière s'est tournée autour de cette double vocation d'historien et de politologue. Finalement, une seule, historien-politologue, puisque changer la vie, c'est faire de la politique, mais observer et expliquer la vie qui a changé, c'est faire de l'histoire. Donc c'est toujours dans le domaine, le même domaine, la même perspective, le même appareil de visée pour saisir la réalité vécue. Puis, cinquième élément de cette présentation, je suis devenu un homme politique. Un homme politique par goût de la politique, un homme politique par nécessité, et là, il fallait rentrer dans l'action, il fallait changer les choses, un homme politique par devoir, une conscience civique qui m'a amené à faire de la politique chez nous. Maintenant, en plus de cela, si on veut parler de Maniga, il faudra dire avant tout que c'est un homme qui aime son pays. Si je n'aimais pas Haïti comme j'aime Haïti, d'un amour charnel, d'un amour à la joyeuse Janvier, de furieux amour, comme disait Janvier, je ne serais pas revenu en Haïti, ou alors je ne serais pas resté en Haïti. Beaucoup de ceux qui avec moi ont lutté pendant un certain temps, dégoûtés, découragés, vaincus, déçus par le pays, sont repartis et ont continué une carrière à l'étranger. Je suis revenu au pays à la chute de la dictature de Duvalier. Puis après, quand j'ai été chassé du pouvoir, maintenu à l'étranger, je me suis encore battu pour revenir au pays. Parce que je crois dans mon pays, je crois dans mes responsabilités, je crois dans nos responsabilités à nous tous pour faire quelque chose. Et il y a toujours moyen et il est toujours temps de faire quelque chose, même dans des situations quasi désespérées, comme la situation d'aujourd'hui. Enfin, je dirais de moi que je suis un professeur impénitent. C'est le pédagogue. J'aime enseigner, j'aime transmettre, j'aime frotter mon cerveau contre d'autres, généralement plus jeunes, mais contre d'autres également de mes contemporains. J'aime l'échange que vous êtes l'enseignement. Quand l'enseignement, c'est le jeu du donner et du recevoir. On voit surtout l'enseignant qui donne. Oui, c'est sa fonction, il est là pour transmettre. Mais il reçoit beaucoup. Il reçoit beaucoup aussi de ceux à qui il transmet. Et ainsi se forme une conscience. Ainsi se forme je dirais une tradition, une expérience de pédagogue. Et c'est la raison pour laquelle, même quand je parle aux gens, très souvent, mais charmant parfois, ils disent c'est le professeur qui a parlé. Pourquoi? Parce que j'ai tendance à vouloir transmettre quelque chose et on voit chez moi un ton doctoral qui n'est pas le mien. Moi, je suis un homme simple, je crois, un homme ordinaire, naturel, mais les gens ont tendance, parce que j'ai envie de transmettre, j'ai envie de donner, les gens ont tendance à voir en moi, en toute chose, le professeur, ce qui est faux. Je ne suis pas professeur en tout, mais cependant, j'aime enseigner, c'est vrai que le titre de professeur me convient, non pas qu'il me flatte, tout le monde est professeur dans ce pays pratiquement, mais parce qu'il correspond à quelque chose de ma nature profonde. Et je crois ainsi que c'est ce que je dirais finalement, si je dois parler de moi, en ajoutant que toutes ces fonctions, toute cette expérience de vie m'a amené à être un écrivain. Et là, j'ai publié évidemment dans mon domaine, l'histoire, la science politique. J'ai publié des œuvres de circonstances qui ont eu un certain impact émotionnel. Et j'ai publié mes travaux de recherche. J'ai publié des travaux de synthèse, dont la crise contemporaine, que vous venez de citer, qui a apparu en 1995. Et puis, j'essaie parfois aussi, pour mes compatriotes les plus instruits, de faire de la haute vulgarisation scientifique. C'est ce que j'ai entrepris, au fond, dans la collection des cahiers du SUDAC, où nous traitons tantôt des relations haïtiano-cubaines, tantôt de quelle démocratie pour Haïti, ou bien la mondialisation, ou comme dans le dernier numéro, le numéro 5-6, la révolution de 1843, et c'est d'analyse historique d'une conjoncture de crise. Voilà en gros un homme de bonne volonté, qui a connu beaucoup d'épreuves dans sa vie, vie privée, vie publique, qui a parfois été calomnié, mais qui aujourd'hui est de mieux en mieux connu et apprécié, et j'accepte avec plaisir cette espèce de redécouverte de l'homme, cette espèce de réhabilitation que je fais quand je crois l'avoir mérité par mon comportement, par ma rectitude et par mon profil d'homme, d'humaniste.
Et professeur Maniga, vous aviez dit que vous avez choisi deux domaines de concentration, à savoir l'histoire et la science politique. Tout d'abord, pourquoi est-ce dans la perspective de la prise du pouvoir, ou bien vous aimeriez participer au changement de votre pays comme l'ont voulu Anténor Firmin, Janvier, etc. C'est vrai qu'il y a de grandes traditions qui m'ont interpellé, qui m'ont sollicité. Et mon grand-père, d'abord, c'est ce que François Maniga, la grande figure de la fin du XIXe siècle. Lui, Solorcet me disait l'homme le plus marquant, l'homme politique le plus marquant de son temps. Puis il y a Firmin, bien sûr, l'exemple de Firmin, un grand homme de l'histoire d'Haïti, un grand homme de l'histoire universelle, un grand démocrate et un homme de vision qui pensait déjà à l'intégration régionale. C'est vrai qu'il y a eu ces exemples qui, à travers l'histoire, m'ont sollicité et que j'ai envie d'imiter. Pourquoi ne pas imiter ce qu'il y a de valable de notre histoire et rejeter précisément ce qui nous a plongé dans le chaos et la décadence. Donc c'est normal que de grands exemples des hommes illustres m'aient sollicité. Mais je crois qu'il y a autre chose. Il faudrait chercher, peut-être dans mes gènes, on ne sait jamais, avec l'évolution scientifique d'aujourd'hui, qui veut tout expliquer par l'évolution génétique individuelle. Mais il y a eu chez moi quelque chose que je crois qui est fondamental par rapport au pays, cette appartenance au pays, et à un pays problème, à un pays paradoxe. Cette appartenance au pays a voulu me porter à comprendre et à faire comprendre ce pays. Ce pays est extraordinaire, même de sa déchéance. Ce pays est une énigme pour beaucoup de gens. Donc cette volonté chez moi de vouloir comprendre et faire comprendre ce pays. Et je crois que c'est de là que vient la position qui est la mienne. D'abord comprendre et faire comprendre, histoire, sciences politiques, et ensuite agir. Parce qu'une fois qu'on a compris, qu'on détient ce qu'on croit de clés d'explication, on voudrait transformer. Parce qu'une connaissance non seulement se transmet, mais sert, doit avoir une certaine utilité. C'est dans ce sens-là que j'ai voulu utiliser mes connaissances pour aider à changer ce pays. Comme nous le disons au RDNP, changer la vie du peuple haïtien. C'est ça l'objectif fondamental de ma vie, c'est ça la raison d'être de mon existence, donc d'haïtien, de patriote. Alors en 1988, vous accédez à la haute magistrature de l'État. Et qu'est-ce que vous avez compris et maintenant, et en 1988, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Écoutez, je crois que j'ai fait une expérience qui pour moi a été salutaire. D'abord, je suis sorti vivant, et c'est un exploit. C'est un exploit. Ensuite, je suis sorti avec un bilan positif. Car imaginez-vous ceux qui disent oui, mais il a été au pouvoir, il a resté 4 mois et demi. Mais écoutez, c'est un rapport considérable, mais considérable dans ma carrière politique, dans ma trajectoire politique. Aujourd'hui, les gens disent si Maniga était resté au pouvoir. Ça signifie que les gens ont compris le sens de l'effort. Les gens ont compris une volonté de changement. Les gens ont compris la direction dans laquelle nous avons placé le pays et les gens ont compris les premiers pas que nous avions commencé à faire dans la bonne direction, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan de l'esprit public, que ce soit sur le plan international. Et là, notre bilan de 4 mois et demi est un bilan qui contribue aujourd'hui à porter des espoirs vers nous, à porter les gens à investir leur confiance en nous, à constituer, à renforcer notre capital de crédit. Donc c'est une bonne chose que nous ayons été au pouvoir, même si nous avons été renversés après 4 mois et demi, finalement, parce qu'on a commis des erreurs, parce que les circonstances n'étaient pas encore mûres pour une expérience comme la nôtre. En tant que chef d'État, vous n'avez pas compris le fonctionnement de l'institution militaire. Aussi, nous étions constamment en but à des problèmes venus de l'armée du fait de l'existence de certains chefs militaires. Il y avait une espèce de d'épée de Damoclès sous le gouvernement dès le début. Non, la conscience a toujours été très vive chez nous, très aiguë de la difficulté, de la délicatesse de nos rapports avec les chefs militaires, avec certains chefs militaires. Parce que vous savez, les gens s'étonnent que je dise cela. Je n'ai jamais dit que c'est l'armée qui m'a renversé en tant qu'institution. Ce sont les chefs militaires qui ont porté l'armée à me renverser. Et j'ai toujours eu l'impression, renforcée par les témoignages d'après-coup, qu'une bonne partie des militaires étaient avec moi. Malheureusement, quand les chefs prennent des initiatives, c'est l'institution qui suit. Et il n'y avait pas de possibilité, et ni de volonté chez moi d'ailleurs, de diviser l'armée pour pouvoir rester au pouvoir. Si j'étais resté au pouvoir dans les conditions
qui ont été les miennes en juin 88, c'était mauvais et pour moi et pour le pays. Je crois que finalement, compte tenu du rapport des forces, de l'évolution des choses, de l'action étrangère, etc., je crois que finalement ce qui s'est passé a un solde globalement positif, à savoir que heureusement que je m'en suis tiré, que je suis encore vivant et que je peux encore dire à mes compatriotes, vous savez où se trouve la bonne solution. Si vous la voulez, je suis disponible. Mais l'action des chefs militaires dont vous avez fait mention, cette action-là, elle était dictée par l'extérieur ou bien c'était une volonté manifeste des dirigeants de l'armée? Oh, une difficulté de s'ajuster à une position subalterne. Vous savez, quand on a été chef d'État par suite de la force militaire, parce qu'on était militaire, il a été difficile à certains chefs militaires, y compris particulièrement le général Nafi, de s'ajuster à une position de dépendance, de position subalterne par rapport à un président de la République. Et ceci a été suscité dans son entourage, des flatteurs, l'ont encouragé dans cette direction et l'ont amené à se sentir frustré de n'être plus au pouvoir, à prendre une position critique vis-à-vis de notre pouvoir, alors qu'au contraire, nous étions disposés à le laisser terminer son mandat naturellement. Jamais je n'aurais mis fin au mandat de notre fils. C'était pas du tout mon intention. À cause de la confrontation, il a fallu l'envoyer. Mais la décision a été prise. Il a fallu l'envoyer à la retraite à cause de la confrontation. Il était en état complet de subordination. Le gars a fait son possible pour essayer de raccommoder les choses, mais il était en état complet de subordination. Il a fallu prendre une décision qui n'était pas d'ailleurs très dure. C'était une mise à la retraite, une résidence surveillée momentanée que je comptais lever la semaine d'après pour lui trouver un poste à l'étranger, mais le coup d'état militaire est intervenu et a empêché cette solution que j'avais à l'esprit. Mais finalement, étant donné que je suis sorti vivant et que j'ai pu après continuer ma carrière professorale, devenir un professeur invité à la Sorbonne, professeur à l'Institut des études internationales de Genève, vous savez, pour un homme comme moi, c'est une bonne issue, c'est une bonne sortie d'une situation tellement difficile dans laquelle j'aurais pu périr ma famille et avec moi. Donc finalement, soyons... Donc l'exil vous a permis de faire beaucoup d'expériences. Mais bien sûr, de nouvelles expériences, une réflexion, de revenir en force, d'être aujourd'hui de la forme qui est la mienne, grâce à Dieu. Finalement, ne pleurons pas sur un passé mort, voyons surtout le présent qui est grave, et voyons l'avenir que nous devons construire ensemble. Oui, avant de revenir au présent, mais l'accession du professeur Maniga au pouvoir, ce n'était pas une anomalie. Et je considère souvent que Firmin a échoué face à non Alexis. Donc, dans l'histoire d'Haïti, il n'arrive pas qu'un homme compétent, intègre, patriote puisse accéder au pouvoir. Pas facilement. Compte tenu de la qualité de la politique haïtienne. Et je dis bien ceci parce que les gens sont convaincus que c'est la politique tout court. Mais non, nous avons choisi de vivre dans un mauvais système qui satisfait les intérêts de quelques-uns, qui a satisfait à un certain moment les intérêts d'un plus grand nombre, qui s'est rétréci. Et nous croyons que c'est ça la politique haïtienne. Beaucoup de gens sont convaincus que la politique, ou bien elle est sale, ou bien elle est dangereuse. Il ne faut pas en faire. Un jeune est venu me voir là, il y a de ça quelques jours, à peine quelques jours, et il m'a dit quelque chose de triste. Il m'a dit que son père, avant de mourir, lui a dit « S'ouvrir font bagaille qui est antique, pas fait politique, plutôt font boutique. » Écoutez, c'est triste. C'est la conception qui est enracinée chez les gens qu'il faut fuir la politique. Qu'il faut absolument ne rien avoir à faire à la politique parce que la politique, ou bien elle est sale, ou bien elle est dangereuse. Mais il y a une bonne politique. Et c'est cette bonne politique qu'il faut essayer de faire triompher. C'est comme dans les affaires. Il y a des sales affaires. Il y a des mauvais coups. Il y a de la corruption. Il y a des gens qui réussissent à coup de mauvais coups, à coup de corruption, à coup de sales affaires. Mais ça ne veut pas dire pour autant que toutes les affaires sont sales et qu'il ne faut jamais se mêler des affaires. Donc il faut faire de la politique. Mais il nous faut chez nous faire triompher la bonne politique. Alors c'est ça qui est difficile. Alors aujourd'hui nous parlons de la crise de la société haïtienne. Professeur Maniga, pour parler de cette crise, quels sont les premiers éléments historiques que vous pourriez évoquer, qu'on peut... Bon, vous savez, la crise haïtienne a une double dimension historique. J'ai parlé dans mon livre La crise haïtienne contemporaine et dans d'autres écrits de la dimension historique haïtienne. La crise d'aujourd'hui est l'aboutissement d'une longue évolution. Il y a des crises antérieures qui l'ont précédée et qui expliquent
que nous avons évolué vers la crise d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas de ça que je voudrais parler avec vous aujourd'hui. Je voudrais parler de la dimension historique universelle. Pourquoi? Parce que trop souvent, j'entends les Haïtiens continuer à dire que la situation haïtienne est unique. Les Haïtiens disent c'est une situation spécifique. On ne voit ça nulle part ailleurs. Nous sommes les seuls aides de cette situation. Et ainsi, on insiste sur la singularité du cas haïtien. Mais non. Haïti n'est pas si singulier que ça. Bien sûr, il y a certains traits que les Haïtiens poussent jusqu'à la caricature. Je suis d'accord avec vous. Dans ce sens, je suis d'accord avec le mot de Louis Janvier, singulier petit pays. Mais quand on fait un effort pour comprendre la crise haïtienne, on se rend compte que la crise haïtienne se situe dans un ensemble où il y a des précédents dans l'histoire générale, il y a des précédents dans l'histoire universelle. Vous savez, une des tristesses que j'éprouve aujourd'hui, voir l'état de l'enseignement, c'est la négligence de l'histoire universelle. Vous savez qu'on ne peut pas comprendre Haïti si on exclut Haïti des grands courants de l'histoire universelle. Déjà dans mon livre, L'Amérique latine au XXe siècle, Évolution et Révolution, j'ai fait l'effort d'intégrer Haïti dans l'histoire de l'Amérique latine. Et les gens ont été surpris de voir que nous participons au grand courant de l'Amérique latine, qui a eu une époque positiviste, à laquelle nous avons participé, qui a eu un indigénisme haïtien qui ne s'explique pas sur l'indigénisme latino-américain, au Mexique, au Pérou, etc. Eh bien, il nous faut insérer notre histoire dans l'histoire universelle pour comprendre. Ce que nous vivons aujourd'hui comme crise, d'autres pays l'ont vécu. Ce que nous vivons aujourd'hui comme situation, d'autres régions du monde l'ont connu, mais avec les caractéristiques exactement similaires, je ne dis pas identiques, que celles que nous vivons. Si bien que quand on connaît l'histoire universelle, on comprend mieux l'histoire d'aujourd'hui. Vous savez, la raison pour laquelle j'insiste sur le fait que nous vivons à l'heure actuelle la phase de décomposition générale d'un système, et que c'est ça la définition de notre crise. C'est parce que simplement, j'ai constaté en faisant de l'histoire comparative que les situations qui ressemblent à la nôtre sont des situations de décomposition de systèmes dans l'histoire universelle. Que ce soit de grands moments comme par exemple la fin de l'Empire romain. Voilà une source extraordinaire de comparaison avec la situation haïtienne. Que ce soit la fin de l'ancien régime français, que ce soit la fin de l'empire des tsars avant la révolution bolchevique, que ce soit la Turquie, qui était l'homme malade de l'Europe avant l'avènement de Mustafa Kemal. Voilà le genre de situation qui aide à comprendre ce que nous vivons, et nous retrouvons les phénomènes qui caractérisent la situation d'aujourd'hui. Vous savez, on n'a pas le temps dans une émission comme celle-ci de faire une analyse aussi profonde. Il faudrait consacrer l'émission entière à cela. Mais j'ai relevé pour vous quelques traits qui montrent bien le problème tel qu'il est. Dans le démantèlement graduel d'un système, on fait face au spectre de la dissolution du système. Ce que à Rome on appelait le bas empire, lors de la fin de l'Empire romain. Il y a le discrédit de l'autorité politique qui sombre dans l'impuissance. Il y a la déliquescence des institutions qui sont vides d'idées, devenues des coquilles vides de substance. Il y a le triptyque misère, désordre, anarchie qui montre la faillite de la paix sociale. Il y a le processus de désagrégation sociale et la courbe d'une lente destruction des classes moyennes. Il y a la vie chère et la perte de valeur de la monnaie qui mène à l'inflation, avec une hausse des prix couplée avec une baisse de la production générale. Il y a une poussée industrielle nouvelle et le passage de l'économie monétaire à l'économie naturelle, ou l'inverse. La rupture des transports et communications, routes comprises. L'insécurité qui se manifeste par des bandes armées qui se substituent à l'armée unitaire. L'insécurité qui s'exprime dans
le péril barbare, qui peut être un péril intérieur, l'insécurité, qui amène une psychologie de peur constante. Il y a des formes dégradées, des valeurs qui disparaissent. Il y a le glissement, même au niveau de la langue, le glissement vers une langue qui est une langue populaire naissante, qui marque un changement dans la perception et l'expression des choses. Il y a de la part des autorités l'acceptation réaliste de la situation du moment plutôt que la création de nouveaux types de gouvernement. Il y a tout un ensemble de phénomènes moraux, la dissolution morale, le désarroi. Il y a la lutte contre la sécurité par le fait de construire des hauts murs pour avoir des maisons qui sont des forteresses par rapport aux dangers qu'on craint chaque nuit, etc. Il y a les assassinats, l'insécurité routière, etc. Mais on n'en finirait pas. On n'en finirait pas. Pourquoi? Parce que c'est la décomposition d'un système qui aboutit à l'anarchie. Eh bien, ces phénomènes, on les trouve à la fin de l'Empire romain, bas empire, à la fin de l'ancien régime français, à la fin de l'époque des tsars, on les trouve à la fin de la Turquie ancienne, avant qu'elle se transforme en Turquie moderne avec Mustafa Kemal. Autrement dit, nous appartenons à cette catégorie de l'histoire universelle, d'une situation qui correspond à un système en décomposition, la société traditionnelle haïtienne, sur laquelle nous avons vécu depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, est un état de décomposition générale. Et les phénomènes que nous vivons sont des phénomènes qui s'apparentent à des phénomènes que l'histoire a connus dans des situations similaires, à savoir la décomposition de systèmes. Alors oui, cette crise a des manifestations similaires comme celles qu'ont connues d'autres pays, vous les avez cités, l'Empire romain, et la Russie des arts, et cependant, la formule qui devait être appliquée, les dirigeants de ces pays s'en sont sortis. Alors, le plus souvent chez nous, on parle d'une solution haïtienne. Alors, professeur Manika. Ah, mais chaque pays trouve sa solution. Écoutez, mais ça prend du temps. Le Bas-Empire a duré longtemps et le Moyen-Âge a pris du temps à émerger de la dissolution du Bas-Empire. Bon, en France, il y a eu la révolution spectaculaire, la révolution française, qui a mis fin à l'ancien régime brusquement, mais ça a passé quand même par Napoléon, et par deux tentatives de restauration avant d'aboutir à une république stable, il ne faut pas l'oublier. Donc, écoutez, la Turquie, Mustafa Kemal a essayé de moderniser la Turquie, mais il y a eu quand même, après sa mort, il y a eu quand même des difficultés jusqu'à aujourd'hui. On voit la difficulté de la Turquie moderne, bien qu'elle ait tourné le dos à un passé qui fait un passé de déchéance, l'homme malade de l'Europe. Donc, il faut simplement dire ceci, nous cherchons notre voie, nous la trouverons. Le problème d'Haïti n'est pas que nous n'allons pas sortir de la crise, nous allons sortir de la crise. Le problème est de savoir quand et dans quel état nous allons sortir de la crise. C'est ça le problème. Il y a un coût à payer. Nous sommes en train de payer un coût considérable pour une sortie de crise. Maintenant, cette sortie de crise qui est absolument inévitable, mais cette sortie de crise, quand va-t-elle se faire? Et de quel état serons-nous pour faire émerger un nouveau système, pour faire émerger la modernisation, quand autour de nous, le contexte est extraordinaire. Il y a une pression de la mondialisation qui nous interpelle et qui nous dit, écoutez, vous risquez, en moment où vous trouvez votre solution, d'être dépassé. Donc il y a chez nous une double exigence. L'exigence intérieure de sortir de la crise, ça ne peut pas continuer. Non. On ne peut pas descendre plus bas. Au point où nous en sommes, ça ne peut pas continuer. Nous avons atteint le point critique. Regardez ce qui se passe dans le pays. C'est pas la peine de faire une description, tout le monde le voit. Ce que je viens de dire des autres systèmes, nous les vivons. Écoutez, c'est pas possible de continuer comme ça. Le pays ne peut plus supporter. Combien de gens vont à la télévision ou à la radio pour dire il y a le risque d'explosion sociale, le risque de guerre sociale? Mais c'est évident que ça ne peut plus continuer. Mais attention, non seulement il y a la pression interne, il faut que nous changions ce pays. Nous le disons depuis longtemps, il faut changer la vie. C'est la raison d'être du RDNP. C'est pourquoi le RDNP a été créé. Il faut changer la vie dans ce pays, particulièrement la vie de la majorité malheureuse. Mais comment, par exemple, changer? Nous avons un programme de gouvernement pour cela. Mais ce qui est important aussi, c'est la pression externe. Nous ne pouvons plus nous payer le luxe de continuer à végéter, à languir, à piétiner, à laisser pourrir la crise. Pourquoi? Parce que tout autour de nous, ça court, ça voltige, ça vole. C'est le vertige de la mondialisation. Donc, face à cette pression externe, si nous ne changeons pas
pour adopter un rythme qui nous permet d'intégrer la course, à ce moment-là, nous devenons des anachronismes. Attention, ça c'est plus grave. Parce que sortir d'une crise à tâtons, difficilement, mais réussir quand même, ça peut se voir. Mais devenir un anachronisme, moi le seul exemple que je vois, je le dis très sincèrement parce que je projette l'histoire sur des millénaires, si l'humanité vit encore. Nous risquons d'être comme les indigènes de la Papouasie qu'on va voir aujourd'hui. On dit voilà comment les gens vivaient à l'époque primitive et on cherche des comparaisons. Parce que nous allons devenir des anachronismes singuliers. Les gens viendront en Haïti, ou ceux qui resteraient d'Haïti, dans 50, 100, dans 300 ans, dans 500 ans, pour voir comment un pays déjà arriéré vivait à la fin du XXe siècle, quand les autres auront déjà vécu d'autres réalités, peut-être même qu'on aura fait des voyages et installé des hommes sur d'autres planètes, on n'en sait rien. Mais en tout cas, nous serons encore au stade de ne pas pouvoir, de ne pas être sortis d'une crise de simple modernisation que nous avons ratée à la fin du siècle dernier. Donc ce qui nous pend au nez, ce n'est pas seulement le fait de dureté d'une crise qui est en train de tuer le pays, mais ce qui nous pend au nez, c'est le fait aussi que ce qui restera, le résidu qui restera de nous, si nous ne changeons pas, si nous ne prenons pas ce pays au sérieux, si nous n'apportons pas la solution adéquate au problème, le résidu qui restera de nous sera un résidu anachronique qu'on viendra voir comme une singularité de musée primitif. Alors, du point de vue interne, il y a une responsabilité, et très certainement c'est le rôle de l'élite intellectuelle, des classes moyennes, de s'unir à toutes les couches de ce pays pour s'en sortir, puisque certainement ce pays cherche toujours sa voie, mais la pression internationale. Donc vous, c'est votre rôle, le rôle de tous les leaders responsables de ce pays. Écoutez, vous savez, ce que vous dites là me fait venir à l'esprit une réflexion négative, fausse et injuste qu'on emploie très souvent en disant nous sommes tous coupables. Mais non. Mais non, nous ne sommes pas tous coupables. Il y a des coupables. Ce n'est pas le moment de pointer du doigt les coupables. Ce n'est pas notre rôle là. Nous, c'est pas ainsi que nous concevons notre rôle. Mais il y a des coupables. Cependant, il y a des gens qui ont toujours été contre ce qui se fait dans ce pays. Ce qui se fait de mal dans ce pays. Comprenez bien. Il y a des gens qui ont lutté. Il y a des gens qui ont payé. Il y a des gens qui ont été victimes. Il y a des gens qui ont fait de la prison. J'ai fait de la prison. Il y a des gens qui ont connu l'exil. J'ai connu un quart de siècle d'exil. J'ai failli mourir en juin 88. Que je suis rentré au pays, c'est en me battant quand on ne voulait pas me laisser rentrer. Vous le savez bien, on m'a maintenu à New York. Interdit de retour pour raison d'État de juillet à octobre. Que je suis rentré dans ce pays, j'ai voulu me lancer dans la campagne pour retourner au pouvoir et changer ce pays. On m'a exclu de la compétition électorale sous prétexte que j'étais encore président de la République constitutionnellement. Comprenez bien. Donc on ne peut pas dire dans ce cas pareil qu'il y a une culpabilité. Au contraire, je suis victime d'une situation. Alors c'est la raison pour laquelle je dis ceci. Je ne le dis pas pour me mentir, mais je dis ceci, qu'il y a des gens qui ont toujours indiqué dans ce pays la bonne voie. Que le problème de ce pays est double. Premièrement, enfin donner la chance, écouter, favoriser ceux qui dans ce pays depuis longtemps indiquent la bonne voie et n'ont pas été écoutés, n'ont pas été favorisés, ont été persécutés. Car il y a toujours eu à chaque génération des gens qui ont indiqué la bonne voie. On n'a pas pris cette bonne voie. C'est pourquoi nous sommes là où nous sommes. Mais il y a un secteur. Deuxièmement, ce pays a toujours vécu sur la base d'échantillons. Je disais récemment à quelqu'un qui était venu me voir, que j'ai rencontré, et ce qui m'a fait plaisir, on a resté au moins 1h30 à bavarder. Je lui ai dit, le problème de ce pays, c'est que nous avons toujours eu des échantillons. C'est ce qui fait la beauté d'Haïti. Hein. Haïti a toujours pu présenter des échantillons à n'importe quel moment. Que ce soit à l'époque de Christophe le civilisateur, que ce soit même à l'époque de Boyer, une position parlementaire, sur des hommes de l'époque du Boyer avant la sclérose, que ce soit à partir de 1943, sous le Salomon, la fin du siècle, etc. Nous avons eu des échantillons. Alors quel est notre problème? Notre problème, c'est que ces échantillons étaient d'exceptionnelle qualité, de classe universelle. Ceci a permis à Haïti de se dire, voilà, nous avons
produit ceci, voilà nos performances. Seulement, c'était des échantillons. Ce n'est pas la généralité. Donc le problème que nous avons aujourd'hui, parce que nous avons encore des échantillons, ah oui, dans n'importe quel domaine, on vous citera un tel qui est excellent en matière de banque, et on vous citera un tel qui est excellent en matière d'architecture, brillant, un tel qui est remarquable comme éducateur, etc. Ou encore, si vous voulez, moi-même, les gens le disent, pourquoi ne pas le dire, il ne faut pas avoir de fausse modestie, je suis un échantillon, de la tradition des échantillons d'Haïti, mais entendons-nous, ce qu'il faut c'est, multiplier les échantillons. Par quoi, par exemple? Multiplier les échantillons. Comment et par quoi? C'est de la politique. C'est la politique des moyens de multiplication des échantillons. Ensuite, créer des structures pour que ceux qui constituent des échantillons, en se multipliant, deviennent la généralité. Ah, voilà une politique de vision. Comprenez bien, c'est deux étapes. Une première étape, c'est bon d'avoir des échantillons. C'est ce qui explique que nous ayons de grands hommes à l'extérieur, de les universités, de les affaires, qui réussissent, qu'on cite, etc. Dès que l'Haïtien trouve un support logistique, il brille, il éclate, il passe au premier rang. L'affaire de Foudjis, etc. Mais c'est un dernier exemple. Il faut la citer, quel que soit le domaine. L'Haïtien peut exceller. On peut avoir des échantillons. Maintenant, multiplions les échantillons. Il faut une politique d'ouverture pour cela, d'élargissement de la base productive de ce pays, pour créer un support logistique. Et ensuite, faisons en sorte, par la multiplication des échantillons, que les échantillons cessent d'être échantillons pour devenir la pâte qui monte, pour devenir la généralité des cas. Ah, ça suppose une transformation en profondeur du pays, en profondeur. C'est ce que nous avons toujours dit. Nous avons toujours dit, nous, qu'il ne suffit pas d'apporter des expédients comme solution, comme un pneu qui crève, on met un patch, et on met une série de patchs chaque fois qu'il crève. Nous disons, il faut une transformation en profondeur. Une transformation de système. C'est ça le RDNP. Le RDNP est pour un changement de système en Haïti, dans le domaine économique, politique, social, culturel, moral, religieux, etc. Pour nous mettre à jour ce que nous appelons la modernisation. Nous sommes en retard, nous autour de l'affaire au 19e siècle. Maintenant, face à la mondialisation, une exigence supplémentaire pour que nous changions profondément. Oui, et professeur Maniga, ce changement, certains pays comme le Japon, Taïwan et tant d'autres l'ont fait par l'éducation. D'après vous, est-ce qu'il faudrait commencer par là? Ah, écoutez, c'est fondamental. C'est fondamental. C'est l'éducation qui changera ce pays, seulement attention. Pour que les gens soient éduqués, il faut qu'ils mangent. Écoutez, c'est la priorité d'essence, je dirais. La priorité décisive, la priorité déterminante sera l'éducation. Mais entendons-nous, il ne s'agit pas d'instruction, attention, il ne s'agit pas d'instruction parce que l'instruction, on peut multiplier les écoles et de rien changer. Bon, il s'agit d'une véritable éducation, et l'éducation sociale. J'insiste sur une idée depuis quelque temps dans ce pays. L'éducation à la solidarité sociale. C'est ce qui manque en Haïti. Vous avez des gens qui sont très instruits, qui sont d'un égoïsme total vis-à-vis du voisin, et d'un désintérêt total vis-à-vis du pays. Ce qu'il nous faut, c'est l'éducation à la solidarité sociale. Je citais récemment dans une émission télévisée le cas d'un Français qui est venu me voir et me dit, mais je ne comprends pas, je suis venu pour aider Haïti dans tel domaine. C'est vrai, c'est un homme qui est venu pour aider. Il y a quelques étrangers qui sont venus pour aider, vraiment. Hein. Ce n'est pas la majorité, mais certains d'entre eux sont venus pour aider dans des domaines précis. Et qu'est-ce qu'il voit? L'Haïtien détruit ce que lui, il essaie de construire, y compris les instruments de promotion. Il me dit, je ne comprends pas. Parce que les gens fassent des... J'ai l'habitude de raconter ça à l'extérieur. Mais les gens détruisent. Je me dis, mais vous savez pourquoi? C'est parce que les gens n'ont pas une éducation à la solidarité. Les gens croient que pour réussir, il faut empêcher les autres de réussir. Son succès dépend de l'insuccès des autres. Donc, quand quelqu'un réussit dans ce pays, on lui met le bâton dans les roues. Quand il y a des moyens de réussite collective, on les détruit. Car il faut qu'on réussisse soi-même, et c'est l'individuel qui compte. Si on a dans ce pays un appareil qui permet à un individu de réussir, mais qui permet aussi à 20 individus de réussir, il va se l'approprier. Social, culturel, moral. Vous savez que les gens tuent. Et d'ailleurs, il y a l'affaissement de la morale publique dans certains pays. Et justement, on parle... Écoutez, on tue pour des biens. Je ne comprends pas ça. Vous savez, voilà une chose que je ne comprends pas. On tue pour des biens. C'est-à-dire la vie humaine, ce que la vie humaine, le précieux de la vie humaine, on fait disparaître pour quelques biens matériels. Voilà où nous en sommes.
le banditisme, c'est dont nous en parlerons tout à l'heure. Vous savez, nous en parlerons. Mais vous comprenez, il y a là un problème de rectitude de la conscience. Et là, il y a une défaillance considérable. Les gens ont une conscience élastique ou une absence de conscience. Ce n'est pas seulement une perte de valeur morale, c'est une espèce de reconversion dans le sens négatif d'une morale qui n'est plus qu'utilitaire, pratique, qui cherche ce qu'on gagne et on perd les notions fondamentales de bien et de mal. Oui, professeur Maniga, vous avez évoqué récemment le cas dominicain, mais nous allons revenir sur cette question, la dimension internationale, mais dans ce contexte régional. Mais avant, nous allons observer une petite pause. Profil est une émission d'information sur une personnalité, une situation, un événement ou une institution. Chaque dimanche, Profil pour en savoir plus. Mesdames, Messieurs, vous suivez l'émission Profil. Nous en sommes à la seconde partie de cette émission. Nous vous le rappelons, notre invité, c'est le professeur Leslie François Maniga, qui aborde avec nous la crise de la société haïtienne sous sa triple dimension historique, internationale et institutionnelle, bien sûr en tenant compte de l'exacerbation de la violence. Alors, professeur Maniga, avant d'observer la petite pause, vous aviez évoqué quelques aspects des relations haïtiano-dominicaines. Alors, à divers moments de l'histoire, qu'il s'agisse de 1937, des années 50 et 1991 et 1997 également, certains problèmes, certains dossiers majeurs agitent les débats en ce qui concerne les relations haïtiano-dominicaines. Et dans votre approche d'historien, politologue, comment voyez-vous ce problème, David? Écoutez, c'est le problème le plus grave que nous ayons dans nos relations internationales, mis à part, bien sûr, la question américaine. Washington et Santo Domingo, comme nous l'avons souvent dit, comme le empressement, ça veut dire, comme disait mon grand-père, en avait signalé à la fin du siècle dernier, sont les deux pôles majeurs de nos relations internationales. Ce qu'il faut dire de ce problème d'une grande complexité, c'est de rappeler à l'haïtien que la question dominicaine est une question qui remonte aux origines même de la nationalité haïtienne, puis aux origines de la nationalité dominicaine. Et je voudrais commencer par faire 3 recommandations avant même d'analyser la question, avant même de répondre à la question ce que tout Haïtien devrait savoir sur les relations haïtiano-dominicaines. Je voudrais faire 3 recommandations. La première, c'est que quand il s'agit de la République dominicaine, nous devons consacrer au problème nos meilleurs cerveaux, nos meilleures intelligences. La diplomatie haïtienne devrait choisir ses diplomates les plus expérimentés, les mieux formés, les plus fins, les plus patriotes pour traiter la question dominicaine. Vous les envoyez à Santo Domingo. Et je crois qu'il est essentiel que ce que nous avons de meilleur comme ressources diplomatiques soit consacré à la République dominicaine. C'est la première recommandation que je ferai. Il ne faut pas qu'on choisisse par favoritisme politique, par préférence idéologique. Il faut des raisons objectives que nous placions à la République dominicaine les meilleurs de nos diplomates. Par exemple, il y a des positions spécifiques. Il faut, c'est l'endroit où il nous faut avoir un attaché du travail. Partout, il y a des attachés commerciaux ou des attachés militaires quand il y avait une armée, etc. Et bien voilà, en République dominicaine, il faudrait en permanence, à Santo Domingo, à l'ambassade, un attaché laboral, comme on dit, en prenant l'expression à la fois du vieux français et de l'espagnol. La deuxième remarque que je ferai de recommandation pour la République dominicaine, c'est de toujours travailler sur le dossier. Il ne faut pas improviser. Il ne faut pas laisser cours à la spontanéité et à l'émotion dans les affaires de la République dominicaine. On va là-bas, on passe la main autour du cou du président dominicain s'il l'accepte, on donne l'abrasso fraternel, on règle un petit problème politique du moment, et puis le fond reste. On est tout étonné quelques mois après de voir que le problème n'a pas changé d'un iota, alors qu'on croyait avoir inauguré une nouvelle ère de la relation. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas travaillé sur le dossier. Il faut travailler sur le dossier. Les problèmes ont des racines, les problèmes ont des modalités, les problèmes ont un état de la question. Il faut connaître cela quand on aborde la République dominicaine. Il faut travailler sur le dossier. Et enfin, la troisième recommandation que je donnerai, que je ferai, c'est qu'il faut toujours, dans tous nos problèmes extérieurs et intérieurs, chercher ce que j'appelle l'aspect dominicain.
Il y a toujours, ou presque toujours, un aspect dominicain à une question. Qu'il s'agisse de nos relations internationales, c'est normal, il y a l'aspect dominicain. Par exemple, quand nous allions à Lomé, il y avait l'aspect dominicain de la question. Mon gouvernement a dû encourager la République dominicaine à aller à Lomé. Nous avons fait le pas décisif, puisque c'est nous qui avons fait entrer Haïti à Lomé. D'ailleurs, la République dominicaine n'acceptait pas la formule de la candidature conjointe. Elle ne voulait pas, elle était réticente en tout cas, elle était réticente. Elle était orientée ailleurs, elle avait une tradition diplomatique. Nous avons insisté. Nous avons poussé à la roue, nous avons même, je dirais même fait une pression amicale pour que, par exemple, il y ait une partie dominicaine à la conférence de l'île Maurice. Vous comprenez? Alors là, toutes ces choses sont fondamentales. Pourquoi? Parce que quand on étudie une question quelconque, quelle qu'elle soit, il faut voir s'il n'y a pas un aspect dominicain. Une question de route, il y a un aspect dominicain. Et oui, il faut voir cela. Et je me rappelle un mot de Bismarck qui disait, quand j'ai engagé la lutte du Kulturkampf, c'était une lutte contre le parti du centre catholique, j'ai été poussé par l'aspect polonais de la question. Il y avait un aspect polonais dans l'esprit de Bismarck. Et bien chez nous, nous devons avoir un aspect dominicain dans tout ce que nous faisons, de manière à bien comprendre l'intérêt national haïtien, non pas pour contrer, parce que nous ne devons pas être hostiles à la République dominicaine, non, mais pour tenir compte et aménager nos intérêts, car nous devons nous entendre avec la dominicaine, et ça ne peut être que sur la base d'un compromis. Alors, après ces trois recommandations, oui. Justement, que vous alliez un peu plus loin, est-ce que la République dominicaine n'a pas une peur bleue qu'Haïti ne partage avec elle un certain part du marché international? Bon, nous allons y arriver. Je vais essayer de répondre à une question qui se pose et que je veux moi-même poser de la manière suivante. Ce que chaque Haïtien devrait savoir des relations haïtiano-dominicaines. Bon, on va dire c'est le professeur une fois de plus. Non, non, c'est parce que ces questions, tout le monde traite de la question de la République dominicaine. De rares personnes saisissent l'essentiel de la problématique haïtiano-dominicaine. Il nous faut mettre le plus grand nombre au courant des aspects essentiels, fondamentaux des relations haïtiano-dominicaines. Premièrement, la question de la République dominicaine, c'est une question de la géographie physique et humaine. Nous avons une île de l'ordre de 70 000 km², et cette île se trouve partagée d'un côté Haïti, 27 750 km², de l'autre la République dominicaine, 48 750 km². D'un côté la partie plutôt montagneuse, de l'autre la partie plutôt de vallée et de plaine. Or, sur cette partie, à peu près le tiers de l'île, il y a une population à l'heure actuelle de 7 180 000 Haïtiens. Alors qu'en République dominicaine, il y a déjà 7 910 000 Haïtiens. Voilà une chose importante que les Haïtiens ignorent. Les Haïtiens continuent de croire que nous avons une population plus importante de la République dominicaine sur le tiers de l'île. Mais les Dominicains ont considérablement développé leur démographie, si bien qu'aujourd'hui, ils nous ont dépassé en total de population. Nous sommes 7 180 000, ils sont 7 910 000. Maintenant, la densité continue à jouer, évidemment. Nous avons une densité supérieure, bien sûr. Notre densité est de 258,7, alors que la densité républicaine dominicaine est de 162,8. Maintenant, ce qui est important aussi au niveau de la géographie, vous avez l'évolution du monde va vers la population urbaine, l'accroissement de la population urbaine. C'est-à-dire que chez nous, nous avons encore une population rurale de l'ordre de 71,2%, chiffre de 1991, alors que la République dominicaine a une population rurale de l'ordre de 38,8%. Donc a suivi l'évolution de la modernité, qui est aussi l'évolution de l'ensemble de l'Amérique latine. Voilà donc une série de données qui déjà situent les deux pays. Or, entre ces deux portions, une île divisée, n'est-ce pas, il y a le problème de la frontière. Voilà le premier grave problème de la géographie entre nous. La frontière, qu'est-ce que c'est? Une ligne, attention, pas une frontière naturelle. Il n'y a pas entre la République d'Haïti et la République dominicaine une frontière naturelle. C'est une ligne conventionnelle. Cela signifie que c'est les vicissitudes de l'histoire qui ont amené à faire une ligne artificielle qui se justifie par l'état des lieux au moment où on a tracé les frontières, si bien que nous avons fini par fixer cette ligne frontière à travers deux traités de démarcation, tous les deux au XXe siècle. Attention,
Le traité du 21 janvier 1929 et le traité du 9 mars 1935. Donc, le problème de la ligne frontière est réglé par ces deux traités-là, 29-35. Mais il y a des problèmes pendant. Il y a des problèmes pendant. L'un des problèmes pendant, c'est par exemple, pour lequel nous n'avons pas de traité avec les Dominicains, c'est le problème de l'utilisation des eaux frontières et des eaux frontalières. Il y a les eaux frontières. Les principes sont connus. Par exemple, la rivière Massacre, la rivière des Pédéonales. Les principes sont connus. Mais jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas encore un traité bilatéral entre la République dominicaine sur l'utilisation des eaux frontières. Nous, on le fait. On le fait. Il y a des travaux qui ont été faits à Pédéonales, par exemple. Les Dominicains utilisent l'eau de la rivière des Pédéonales. Nous, un peu moins. Et il se trouve ceci de curieux que pour les rivières frontières, ce sont les Dominicains qui sont les plus gros utilisateurs. On a l'impression que les Haïtiens abandonnent. Ils ont des projets, et puis, mais ce sont des gestes. Eux, ils ont une politique. Politique économique de développement. Politique de peuplement. Pour éviter que les Haïtiens ne s'y installent et n'haïtianisent leur zone. Politique de dominicanisation, comme ils disent, de la zone frontalière. Quand vous savez la zone frontalière, elle se développe spontanément de l'un, de côté comme de l'autre. On se connaît, on se partage les habitudes, il y a des parrainages de familles, d'enfants, on va dans les marchés l'un de l'autre, etc. On finit par avoir une zone d'interpénétration. Les Dominicains ont voulu dominicaniser leurs frontières de manière à faire sentir à la ligne frontière s'arrête Haïti. Haïti ne passe pas de l'autre côté. Et puis, la frontière, c'est encore un autre problème. C'est un problème de stratégie nationale, de défense nationale. Regardez notre vulnérabilité. De Jimani, Malpasse, à Port-au-Prince, 1h30 de route. Mais de Malpasse à Santo Domingo, c'est pas la même chose. Autrement dit, s'il y a, nous avons dépassé des conflits armés, c'est entendu. Mais s'il y avait un conflit armé, les troupes dominicaines de la frontière de Jimani arriveraient à Port-au-Prince en 1h30. Un général dominicain est censé avoir dit, je rapporte ça, c'est une bonne blague, avoir dit ceci: oh, Port-au-Prince, nous pouvons être à Port-au-Prince en 2 heures. Mais c'est le problème de passer la nuit. Alors là, non, il ne faudrait pas passer la nuit. Autrement dit, c'est pas Port-au-Prince est vulnérable stratégiquement à partir de la frontière. Mais c'est d'autres problèmes qui se poseraient après pour une occupation. Et la défense du territoire, puisque nous n'avons plus d'armée et il n'y a aucun traité. Là, c'est le dernier point que nous avons au sujet de la frontière. C'est que la frontière était une zone gardée. Il y avait des garnisons, les garnisons dominicaines étaient toujours supérieures aux nôtres, mieux logées, mieux loties, mieux armées, etc., mieux fortifiées. Mais nous avions des garnisons de frontières, estimées avec Belader un petit peu en réplique à cela. Mais aujourd'hui, l'armée a été, dit-on, abolie par décret, par décision présidentielle Lavalassienne. Ah, écoutez. Maintenant, il n'y a plus de forces armées, il n'y a plus de garnison à la frontière. Et c'est la police que nous avons, qui est si faible, si désorganisée, si gangrénée déjà, cette police ne peut pas faire face à la réalité de l'autre côté de forces armées, de garnisons dominicaines. Il y a là, on a créé un vide, et ceci est extrêmement grave du fait de la tentation que ça implique sur la frontière comme pression, comme mobilisation éventuelle en cas d'incident entre Haïti et la République dominicaine, comme l'incident des policiers récemment arrêtés en République dominicaine. Enfin, n'oublions pas que la frontière aussi a une importance au niveau des politiques d'environnement, car si une frontière existe, mais l'écologie, elle, ne connaît pas la frontière, comme nous sommes un seul écosystème. Voilà la base géographique du problème haïtiano-dominicain. Mais le statut de la force onusienne en Haïti, la MANU, est-ce que ça garantit la défense du territoire en cas d'une attaque ou d'une agression, entre guillemets, de la République dominicaine? Cette force onusienne, jusqu'à l'heure actuelle, se contente d'avoir en Haïti une présence tranquille et jouisseuse. On ne la voit pas quand il y a des problèmes chauds de sécurité. Que ce soit sur le plan interne haïtien, vous regardez partout, nous avons le désordre, eh bien, elle n'est pas vivement engagée, ni profondément engagée. Parce qu'elle n'est pas venue là pour avoir des pertes. On la voit au loin,
on engage la police haïtienne et elle-même aussi n'intervient pas, il faut regarder jusqu'à présent dans l'affaire de Cité Soleil, malgré les déclarations. Mais quand nous avons des incidents, on ne voit pas engager vraiment une force étrangère de contrôle et de rétablissement de l'ordre. Maintenant, en ce qui concerne les affaires de la République dominicaine, cette force onusienne, elle a une valeur dissuasive et politique. Vous voyez ce qui vient de se passer là. On ne sait même pas, bon, elle doit s'en aller en juillet, mais voilà qu'un article du Toronto Star reproduit dans la Gazette nous dit qu'on s'arrange dans les capitales étrangères dites d'amis pour que cette force reste encore 5 ans dans le pays. Vous comprenez? C'est un problème politique. C'est une présence contrôleuse, dissuasive et jouisseuse parce que les week-ends sont agréables. Voilà donc le problème de la géographie. Le problème posé par la géographie, la seule géographie. Or, il y a l'histoire. Et l'histoire est le second élément créateur de problèmes entre Haïti et la République dominicaine. D'abord parce que c'est l'histoire de rivalité coloniale, l'histoire des vicissitudes de rivalité coloniale qui explique que nous ayons à l'ouest une colonisation française, à l'est une colonisation espagnole, et que donc nous avons deux entités distinctes sur une petite île. Oh, ce n'est pas la première fois. Il y a des cas, il y a Chypre, il y a l'Irlande, etc. Bon, c'est entendu. Mais dans le cas haïtien et dominicain, ce qui est grave, c'est que nous ne dépendons pas d'une grande puissance appartenante, comme par exemple dans le cas de Chypre ou dans le cas d'Irlande. Ce sont deux États indépendants qui se côtoient dans la même île. Alors, ça pose des problèmes considérables. Premier problème, est-ce qu'on aura l'unité de l'île ou deux États séparés? L'histoire nous montre que les thèses ont varié. À un certain moment, c'était l'unité. L'Espagne a colonisé l'île, c'était la première unité. Puis, il y a eu le traité de Ryswick, qui a reconduit à la France la portion occidentale, ça a été la séparation. Puis, il y a eu la paix de Bâle, qui a reconduit à la France toute l'île, c'était l'unité par la France, réalisée par toute seule ouverture. Puis l'indépendance haïtienne, réalisée effectivement dans l'Ouest, mais avec le principe fondamental de l'indivisibilité de l'île pour assurer la sécurité de l'indépendance haïtienne. Et cette thèse, nous l'avons maintenue jusqu'à Soulouk. Nous avons voulu imposer, même par la force, cette indivisibilité de l'île. Puis après, les Dominicains ont fait leur indépendance et nous avons eu le problème des deux. Mais quel rapport entre les deux? Domination, dépendance. Domination haïtienne pendant longtemps. Aujourd'hui, domination dominicaine. Donc l'histoire est là pour nous montrer qu'il y a un problème de l'existence des deux États, de leur coexistence ou de leur rapport, à savoir domination-dépendance, selon le rapport des forces. Mais il y a plus grave. Que dit la diplomatie dans le cas de la... Oui, mais écoutez, il veut faire... Non, mais il y a des traités aujourd'hui, les deux États existent. Mais il y a plus grave. Les Haïtiens oublient, les Dominicains jamais. Les Haïtiens oublient, ça se comprend, que les Dominicains ont pris leur indépendance contre nous. C'est par opposition à nous qu'ils ont défini comme nationalité. Donc, la dominicanité, est de l'anti-haïtianisme. C'est le péché originel des relations haïtiano-dominicaines. Et ceci est un point capital car jusqu'à l'heure actuelle, cette dominicanidade qui à l'origine est faite d'anti-haïtianisme a laissé son dard empoisonné à travers l'histoire, à travers les mentalités. L'anti-haïtianisme existe et est un réflexe nationaliste dominicain. Mais alors, est-ce que, à travers toute l'histoire, les rapports haïtiano-dominicains seront toujours conflictuels? Si on s'en tient, justement... Nous y arriverons. Pour l'instant, nous essayons de comprendre comment l'histoire est créatrice de problèmes. Or, l'histoire est créatrice de problèmes à cause de ce fait capital, outre la division de l'île, que la dominicanité, l'indépendance dominicaine, c'est de l'anti-haïtianisme. Mais attention, il y a eu ensuite un contentieux historique entre les deux pays. Un contentieux historique fait d'abord des invasions haïtiennes au nom de l'indivisibilité du territoire pour assurer l'indépendance haïtienne. Toussaint-Louverture, Dessalines, Boyer, Pierrot, Soulouk, etc. Les Dominicains en ont gardé un mauvais souvenir. Ils parlent d'impérialisme haïtien. Le livre de Franck Desmoya Ponce
par exemple, la période de Bois, il dit la domination haïtienne. On ne dit pas la fusion, l'unité, on dit la domination haïtienne. Et que les Dominicains ont pris leur indépendance, ils ont dit qu'il y avait seulement une agrégation avec Haïti, non pas une union, non pas une fusion. Il y a eu ensuite des disputes frontalières qui ont duré depuis cette époque jusqu'au traité que je viens de mentionner. Il y a des conflits politiques entre l'une et l'autre partie, avec des oppositions politiques qui interviennent, les gouvernements qui financent les oppositions. Au 19e siècle, c'était nous qui financions la politique dominicaine. Au 20e siècle, c'était Trujillo et Balaguer qui ont financé la politique haïtienne. Il y a eu le gros événement du massacre de 1937, où 15 000 Haïtiens ont été massacrés par les Dominicains. Et ceci est resté, bien sûr, un moment douloureux dans le souvenir, ne s'est pas effacé de la conscience collective haïtienne. Et puis il y a aujourd'hui la migration clandestine dont je parlais tout à l'heure, des Haïtiens vers la République dominicaine, et évidemment ceci est considéré comme une menace par les Dominicains. Et c'est la thèse officielle. Elle est là de l'époque de Vasquez, elle a été la thèse de Arturo Peña Baye, qui fut un grand spécialiste des questions frontalières, et qui disait il faut préserver les Dominicains de la contamination des masses haïtiennes. Ça a été aussi la doctrine officielle de Balaguer dans ses écrits, y compris dans son dernier écrit, La Isla al revés. Donc, l'histoire est là pour montrer qu'il y a entre nous un contentieux, une série de conflits, des sources de problèmes, beaucoup plus que d'harmonie, malheureusement, beaucoup plus que d'harmonie et de convivialité. Ensuite, il y a l'ethnologie et la culture. L'ethnologie et la culture, et ceci est extraordinairement important à cause de l'insistance mise par les Dominicains à montrer l'importance de ces domaines. D'abord, le problème du peuplement. Il y a eu une prépondérance numérique des Noirs, africains d'origine, anciens esclaves dans l'Ouest. 95% des Haïtiens sont noirs, d'origine africaine. Tandis qu'il y a une prépondérance numérique de l'autre côté, des Blancs et des Métis assimilés Blancs, Blancos de la Tierra, qui ne veulent pas admettre, comme on l'admet chez nous, l'importance de l'apport africain, de leur personnalité de base, car ils veulent plutôt regarder vers le segment européen. Donc il y a là une communauté qui se veut blanche et qui se veut hispanique. Il y a là un problème extraordinairement important. Le Balaguer appelle ça l'instinct de conservation dominicaine par rapport aux Haïtiens. C'est le peuplement. Deuxièmement, c'est la langue. L'espagnol à l'Est. La civilisation espagnole dont se réclame officiellement l'idéologie dominicaine, revendiquée. Regardez à l'époque de la célébration du 500e anniversaire de Colomb. Les Dominicains ont accaparé la célébration de ce 500e anniversaire. Ils ont fait de Colomb quelque chose de considérable. Ils ont le phare de Colomb. Ils ont bénéficié de toutes les cérémonies, de tous les fonds, de toutes les allocations qu'elle fait pour la célébration de ce 500e. Nous autres, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons jeté à l'eau la statue de Christophe Colomb. Mais le pays était en crise. C'est entendu, mais c'est pour dire que ce qui a été fait, c'est pour indiquer la différence. La hispanidad, l'hispanité pour les Dominicains, ça fait partie de leur patrimoine national. Il y a là quelque chose de capital, c'est-à-dire que chez nous, c'est l'afro-française, la culture afro-française à l'ouest, avec le triomphe chez nous d'une conscience noire, ce qui est bien, mais la négritude, il faut constater, la négritude a triomphé chez nous, une négritude revendiquée, et résultat, c'est que nous nous considérons comme une nation noire. On fait la religion. À l'Est, en République dominicaine, on affiche le catholicisme de panache. Le catholicisme est quelque chose qui fait partie de la nationalité. C'est la première cathédrale. Comprenez bien, de même pour l'université. Alors il y a un signe de ralliement. C'est-à-dire que nous, on considère que notre catholicisme est, c'est le mot dominicain, hein, attention, pollué par le vaudou. Alors, le syncrétisme catholique au vaudou est important chez nous, c'est la culture à l'ouest, et pour nous, c'est un signe d'identification. C'est-à-dire que pour eux, le catholicisme est un signe de ralliement, officiellement, parce que dans la réalité, évidemment, les choses sont différentes. Voilà donc ce qui amène l'ethnologie et la culture, là encore, à différencier, et pas seulement à différencier, jusqu'ici à opposer, chose que nous devons changer. En fait, l'économie
et la société. Ah, vous me posez une question tout à l'heure sur l'économie. Concernant l'économie, est-ce que la République dominicaine n'a pas une peur bleue qu'Haïti enlève un certain... Écoutez, les choses ont changé. Pendant longtemps, nous étions plus développés, ou moins sous-développés, que la République dominicaine. 19e siècle, 20e siècle, jusqu'à Trujillo à peu près, en gros, jusqu'à l'occupation américaine. Puis à partir de Trujillo, les Républicains nous ont dépassés. Écoutez, il faut que nous ayons conscience de quelques chiffres. Excusez-moi, mais je les ai amenés parce qu'il faut que nous ayons conscience de quelques chiffres. Voici des chiffres économiques, puis après des chiffres sociaux, de comparaison entre la République d'Haïti et la République dominicaine. Le produit intérieur brut par tête en Haïti est de 1050. La République dominicaine, 3690, plus de 3 fois, plus de 3 fois. Le produit national brut par tête en Haïti est de 220 $. Pardon, excusez-moi. La République dominicaine, 1320 $. 6 fois plus. Nos importations sont de 697 $ l'an. La République dominicaine, 2976 $. Population à peu près équivalente. Nos exportations s'élèvent à 153 millions de $. La République dominicaine, 765, 5 fois plus. La consommation d'énergie par habitant en équivalent charbon, par quoi on reconnaît le développement d'un pays, est de 44 kg équivalent charbon en Haïti. 44. En République dominicaine, 662. 662. Voilà des chiffres qui indiquent l'état économique comparé d'Haïti et de l'Autre. Maintenant, venons à des indicateurs sociaux. Mais avant, professeur Maniga... Nous y arrivons, finissons le tableau. Je vous écoute ensuite après votre question. L'espérance de vie en Haïti est de 56 années 6 à la naissance, est de 70 en République dominicaine. L'analphabétisme est de 55% en Haïti, est de 18% en République dominicaine. Le nombre d'habitants par médecin, chiffre de 88-91, est de 7143 en Haïti, de 935 en République dominicaine. Le nombre de téléviseurs par millier d'habitants est de 4,8 en Haïti, est de 90 en République dominicaine. Le nombre de livres publiés est de 271 par année en Haïti, est de 2219 en République dominicaine. Et enfin, le rang mondial au niveau de l'indice de développement humain pour 1996 sur 174 pays est de 145 pour Haïti. Nous sommes au 145e rang sur 174. La République dominicaine, 87e rang sur 174. Voilà l'état de comparaison dans le domaine économique et social. Alors, sur le plan économique, ces chiffres que vous venez d'avancer prouvent que tout accord économique de libre-échange entre Haïti et la République dominicaine sera au désavantage d'Haïti. Ah, c'est pourquoi je dis que nous devons travailler sur le dossier, avoir de l'avenir dans l'esprit, ménager un compromis de transition pour que nous puissions mettre à jour, mettre à l'heure certains secteurs de développement, certains produits par une stratégie particulière, de manière à ensuite assurer une intégration qui sera sur un pied moins inégal. Ça s'est fait. Ça s'est fait dans l'histoire de l'intégration. L'Europe nous donne un exemple où les Français avaient des problèmes pour leur agriculture, ou les Allemands, ou les Anglais par rapport à leur industrie. Il a fallu avoir un compromis, il a fallu avoir une politique agricole commune qui tienne compte des problèmes spécifiques français. De même à l'heure actuelle, de Mercosur, de même à l'heure actuelle, les pays andins. Donc il nous faut, ce que je veux dire, c'est que nous ne devons pas nous précipiter et dire, voilà, le libéralisme va résoudre le problème, intégrons-nous. Non, il faut que nous tenions compte d'intérêts que nous avons à défendre et à promouvoir pendant une période de transition au cours de laquelle
nous mettons de l'ordre, nous modernisons de manière à ce que l'intégration soit vraiment une coopération et non pas une domination de la République dominicaine sur le marché haïtien. Je reviens à la question précédente que je voulais vous faire, à savoir les relations haïtiano-dominicaines ont toujours été conflictuelles. Alors c'est un problème, d'après vous, on ne parviendrait pas à l'harmonisation. Au contraire, j'ai toujours préconisé une politique de coopération avec la République dominicaine. Toujours. Vous savez, même à propos de la question difficile de l'embauchage, nous parlerons tout à l'heure comme situation réelle de problème en tête de pays. J'ai toujours préconisé l'accord avec la République dominicaine. Nous devons en terminer avec le problème des hostilités, des conflits, des oppositions. Nous ne devons pas accepter que l'histoire nous dicte des lois et des contraintes. Nous devons nous affranchir de l'histoire. Comme les Français et les Allemands se sont affranchis de passer d'antagonisme et d'hostilité grâce à De Gaulle et Adenauer. Je l'ai dit quand j'étais chef d'État. Il faut que nous ayons à l'esprit l'exemple français pour que nous fassions comme De Gaulle et Adenauer en ce qui concerne nos relations avec la République dominicaine. Mais attention, quand nous le disons, ça ne signifie pas que pour autant les problèmes sont résolus. Non, nous avons un bon esprit, l'esprit de coopération. Amenons cet esprit de coopération à résoudre des problèmes qui sont des problèmes réels. Par exemple, vous évoquez les relations commerciales. Vous dites que les Dominicains ont des problèmes avec nous pour notre part du marché mondial par rapport à leur part. Mais le problème est déjà résolu pour eux. C'est à nous à résoudre notre problème par rapport à nous. Écoutez, les Dominicains ont décidé, dans les années 70, la conquête du marché haïtien. Vous savez, les Haïtiens voient aujourd'hui les résultats. Vous savez, ce qui m'attriste avec mon pays, c'est que même quand on dit à l'Haïtien ce qui se passe, je ne sais pas, est-ce que c'est de l'inconscience? Est-ce que c'est de l'insouciance? Est-ce que c'est de l'imprévoyance? L'Haïtien accepte d'avoir entendu et compris et ne fait rien pour corriger. Écoutez, c'est en 1970 que les Dominicains ont décidé la conquête du marché haïtien. Ce n'est pas aujourd'hui, 1970. Et il faut comprendre ce qui s'est passé. La République dominicaine était en train de diversifier son économie, diminuer l'importance du sucre, était en train de s'industrialiser. J'ai amené les chiffres. En 1970, le produit industriel brut de la République dominicaine était de 745,6. Haïti, 150,5. En 1988, le produit industriel brut dominicain est passé à 2244 et Haïti 277. Les Dominicains ont donc fait une politique industrielle, mais en même temps qu'ils faisaient cette politique industrielle de diversification, ils ont décidé la conquête du marché haïtien, la conquête du marché commercial haïtien. Et en 1971, ils ont créé le CEDOPEX, qui a fait un plan de conquête du nouveau marché haïtien. Le docteur Roberto Saladin Céline, alors, il était vice-directeur exécutif de CEDOPEX, a publié dans le numéro 24 de El Exportador dominicain ce plan, ses objectifs en 1971, réalisés en 1977. Et nous autres, nous avons publié, nous, RDNP, nous avons publié de notre revue L'Alternative, le numéro 4-5 de juillet 1980, page 35-38. Nous avons publié l'essentiel de l'étude du docteur Saladin Céline. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait ceci: nous avons les objectifs commerciaux de conquête du marché haïtien. En 1971, nous avions un déficit commercial avec Haïti qui était de l'ordre de 367 442 $. En 1977, nous avons un bénéfice commercial, une balance favorable de plus de 2 482 468 $. Et il dit, aujourd'hui nous sommes en compétition favorable sur le marché haïtien avec les États-Unis, le Japon, le Canada, la France, l'Allemagne, la Hollande, etc. Il dit les produits suivants conquis le marché haïtien, 77, fertilisants, gaz, réfrigérateurs, papier, carton, pâte sèche, produits pharmaceutiques, produits plastiques. Les services suivants, nous y sommes, la construction,
Ah, déjà, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et il termine son étude en disant ceci. Je lis la conclusion pour que les Haïtiens puissent savoir que c'est déjà les années 70 que le problème est réglé. Ainsi, les objectifs à court, moyen et long terme définis pour la conquête du marché haïtien se sont convertis en réalité. Les exportations dominicaines et notre industrie ont relevé le défi. CEDOPEX, je cite toujours, CEDOPEX est fier d'avoir été le canal qui a aidé à ouvrir et à conquérir un nouveau marché pour les exportations dominicaines. Voilà un plan, voilà une stratégie, ce qui est bien. Je ne suis pas en train de condamner ou de critiquer. Les Dominicains ont bien fait dans le sens de leur intérêt national. Mais nous, qu'est-ce que nous avons fait? Là où il y a une stratégie, là, il y a une politique de conquête de marché. Nous, qu'est-ce que nous avons fait? Rien. Pas même une politique commerciale. Pas même, donc pas l'ombre d'une stratégie. Mais alors, la production nationale haïtienne ne peut pas concurrencer les produits américains qui envahissent le marché. Et alors, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager des mesures restrictives, des barrières douanières? Mais écoutez, nous vivons aujourd'hui les conséquences des années 70. Là, quand on parle de la crise de la banane, mais c'est des conséquences. C'est le marché haïtien qui est envahi par les produits dominicains. Mais écoutez, les Dominicains protègent leur marché. Hein. Les Dominicains protègent leur marché. Mais il n'y a pas de... Non, nous nous lançons à tête baissée dans l'ultralibéralisme. Ah, mais écoutez, il y a une production nationale haïtienne. Il faut l'étudier, il faut la considérer. Je ne dis pas qu'il faille faire du protectionnisme, c'est anachronique, non, mais il y a des mesures qui peuvent être prises pour aménager les conditions d'essor de la production nationale. Et vous comprenez, c'est la raison pour laquelle, mais c'est le pouvoir qui doit faire ça, c'est le gouvernement qui doit faire ça, c'est les techniciens qui doivent faire ça. Mais les Haïtiens sont en train de le faire. Je dois vous dire ceci. Je suis très favorablement impressionné par l'effort qui se fait dans certains cercles d'études en Haïti, au sujet des relations haïtiennes-dominicaines. Je ne veux pas tout citer parce qu'on m'accuserait de partialité, ma liste serait incomplète. Mais au moins, j'ai trois à l'esprit. Rémi Montas est associé, est animateur d'un groupe qui s'appelle l'Institut national pour la coopération régionale, l'INACOR. Eh bien, ils ont publié un livret sur la République dominicaine qui est extrêmement intéressant, malgré la prudence de l'analyse, une prudence qu'on peut comprendre, une prudence scientifique. Mais il y a des données, il y a des orientations, il faut des études, il faut des comparaisons. Et je crois que là, ça indique qu'il y a au moins ce groupe-là qui se pense sur l'avenir de ces problèmes économiques, problèmes financiers, etc., problèmes d'avantages comparatifs des deux pays. Il y a, notons-le, le Camille Chalmers, qui a aussi un groupe qui étudie, qui rencontre des Dominicains, qui fait des conférences, des colloques, qui donne, il s'adonne. Moi j'avoue que je l'écoute toujours avec plaisir, parce que je vois que c'est un monsieur qui prend les problèmes au sérieux avec son groupe, FANPA je crois, et qui rencontre des Dominicains, la CEPAL, etc., tout comme mon associé à des groupes dominicains et l'apport de l'organisation onusienne. Il y a eu récemment l'effort, citons-le aussi, l'effort de fait par Antonin, avec son groupe, son centre Pétion Bolivar, rencontrant les Dominicains avec la Flaxo, etc., et étudiant dans une série de séminaires les problèmes avec le sérieux que ces problèmes méritent, et les données et les dossiers. Donc c'est la raison pour laquelle vous savez, je ne suis pas pessimiste pour l'avenir, parce qu'il y a des directions qui sont bonnes, qui sont prises pour étudier les dossiers, pour voir les problèmes et pour essayer d'harmoniser ce qui a été conflictuel. Car c'est ça le problème. Nous devons changer une attitude, un héritage conflictuel en une détermination de coopération harmonieuse. Vous êtes optimiste pour les relations haïtiano-dominicaines ou en ce qui concerne l'avenir du pays? Je suis optimiste sur l'avenir du pays d'abord. Ça c'est évident. Ah, ça c'est clair. Je l'ai toujours dit. Je ne sais pas si je verrai toute la portion de changement que je souhaite, mais je sais que des jeunes, chaque fois que je parle aux jeunes, je leur dis, les jeunes verront le changement d'Haïti, c'est certain. Moi, je verrai le début, probablement, du changement, mais la poursuite du changement sera l'œuvre des jeunes. Ce pays va changer. Ce pays passe par que l'on traille, donc un aspect objectif quand on analyse la situation. Maintenant, ça ajoute à cela